L'Angleterre et la vie anglaise par Alphonse Esquiros. Édition Hetzel, 1869. Introduction. Peut-être dois-je expliquer l'origine de ces études, commencées depuis 3 ou 4 ans dans la Revue des Deux Mondes. Exilé de France à la suite du coup d'État de 1851, j'allais d'abord chercher un refuge en Belgique, puis en Hollande. Dans ce dernier pays, je fus frappé des bienfaits qu'avait répandus sur un petit État une religion nationale qui n'opposait point de résistance absolue au développement de la liberté. L'industrie, la prospérité calme, le caractère énergique de cette poignée d'hommes qui avait repoussé les armées de Charles II, arrêté Louis XIV dans le cours de ses conquêtes et disputé à l'Europe l'Empire des mers, attirèrent mon attention sur un autre rameau protestant de la race saxonne, sur cette Grande-Bretagne avec laquelle la petite Hollande s'est si souvent rencontrée dans la paix et dans la guerre. À mon arrivée en Angleterre, je fus frappé de 2 choses. L'étendue de la puissance britannique et cette sorte de confiance virile qu'inspirait à la nation le gouvernement représentatif. Ici, je trouvais incarnée dans les mœurs, dans les lois et dans la vie publique, cette liberté que nous avions poursuivie en France, sans l'atteindre, à travers tant de luttes héroïques. Ma première idée aurait été d'écrire mes impressions sur le caractère politique du protestantisme, sur la Constitution anglaise et la manière dont elle s'était formée, sur la force de volonté que communiquaient aux citoyens du Royaume-Uni des institutions dignes et libérales. J'écartais pourtant ce point de vue jusqu'à nouvel ordre, et cela pour plus d'une raison. Je n'en indiquerai qu'une seule. Il y avait le danger de se rencontrer dans cette voie avec d'autres écrivains français qui avaient déjà signalé les grandeurs du gouvernement anglais. Abandonnant dès lors tout parti pris, toute idée préconçue, je me mis à étudier, sans beaucoup d'ordre, et pour ainsi dire, comme il me tombait sous la main, les feuillets épars qui composent le livre de la civilisation britannique. Mon point de vue peut être comparé à celui d'un amateur qui se promène dans une galerie de peinture. Il s'arrête devant chaque tableau, ou du moins devant ceux qui attirent son attention, quitte à se faire plus tard une idée de l'école à laquelle il se rattache. Je demande qu'on ne juge point ce livre comme formant un tout, c'est un commencement. Il me reste à faire connaître bien d'autres aspects de la société au milieu de laquelle je vis. L'unité de ce livre est dans l'avenir. Quand l'ouvrage sera terminé, et il me serait difficile d'en marquer à présent les limites, j'espère qu'il répondra enfin au titre « L'Angleterre et la vie anglaise ». Le temps est un lien, a dit un philosophe. C'est sur ce lien que je compte, s'il plaît à Dieu, pour relier entre elles les parties de mon travail qui peuvent sembler aujourd'hui incohérentes ou disproportionnées. Tel qu'il est pourtant, ce livre vise à un but, et ce but, je suis heureux de le dire, a été en partie atteint. Je me proposais, dans les études publiées par la Revue des Deux Mondes, de réfuter certaines idées préjugées qui règnent en France sur la nation anglaise. En cela, je n'ai pas seulement voulu payer une dette de reconnaissance à un pays qui m'avait couvert, après le naufrage, du manteau de sa libre hospitalité. Considérant ces préjugés comme des obstacles les plus sérieux au retour de la vie politique en France, ainsi qu'à la grandeur et à la bonne intelligence des 2 nations, j'ai cru, en outre, remplir un devoir envers mon pays. Il est facile aux hommes d'État de conclure sur le papier des traités de commerce et d'alliance, mais aussi longtemps que la paix n'est point faite dans les idées, aussi longtemps que 2 grandes nations voisines et rivales n'ont point appris à se connaître et à s'estimer, aussi longtemps même qu'elles ne se sont point mises d'accord sur l'esprit et la valeur de certaines institutions qui dominent la vie civile, le caractère, le génie et les rapports des peuples entre eux, ces traités s'effacent et se déchirent à la première occasion, sous le moindre vent de discorde qui vient à souffler. Plus encore que toute autre considération, cette pensée m'a déterminé à publier de volume en volume une série d'études qui peuvent d'ailleurs se diviser. Sans imposer d'avance une conclusion qui ne devra sortir avec force que de l'ensemble des faits, je crois que la France, au lieu de s'arrêter à certains ridicules superficiels, aurait intérêt à étudier les sources auxquelles la Grande-Bretagne a puisé son immense prospérité matérielle et cet esprit d'entreprise, toujours inséparable du sentiment de liberté. Une nation qui eût abandonné à d'autres mains que les siennes le gouvernement de ses propres affaires aurait pu livrer de grandes batailles, être, à certains moments de son histoire, ce qu'un ancien appelait un troupeau de gloire, et éblouir le monde par la majesté de ses triomphes ou de ses revers. Mais eût-elle compris dans la vie sociale le bien-être, la force d'initiative, l'habitude de ne s'appuyer que sur elle-même, et surtout cette dignité morale que je mets très au-dessus de tous les autres biens ? Loin de répudier mon caractère de Français en rendant justice à l'Angleterre et en disant, après tout, sans dénigrement comme sans flatterie ce que j'ai vu, il me semble avoir rendu à mon pays le seul service que je puisse encore lui rendre, dans l'état actuel des choses, un homme que les événements ont séparé de sa terre natale.
Je ne me suis d'ailleurs point cru enchaîné par les liens de l'hospitalité anglaise à une sorte de reconnaissance servile. J'ai dit ce qui m'a paru être la vérité. J'ai blâmé, dans la société d'outre-mer, tout ce que j'ai jugé être blâmable, et j'entends bien user encore à l'avenir de ce droit, dans l'intérêt même de la Grande-Bretagne. Une nation libre et fière ne voudrait point d'un hommage qui ne serait point indépendant. Quand j'ai écrit ces études, je ne m'attendais point à ce qu'elles seraient jamais traduites en anglais. C'est à la France que je parlais, et le moyen de courtiser sa popularité dans ce moment-là n'était point précisément de lui ouvrir les yeux sur les grandes choses qui se font de l'autre côté du détroit. Un écrivain anglais, très connu par des ouvrages justement estimés, M. Lascelles Wraxall, a bien voulu dernièrement introduire auprès du public d'outre-mer l'Angleterre et la vie anglaise sous le titre de « The English at Home ». La presse anglaise s'est montrée envers ces études d'une indulgence dont je ne saurais trop la remercier. L'épreuve de la traduction a, du moins, démontré que les Anglais, si sévères, et avec raison, pour la plupart des écrivains français qui traitent de leur pays, consentaient volontiers à reconnaître un mérite dans nos essais, l'exactitude. Il y a pourtant un préjugé beaucoup trop répandu, et contre lequel je saisis cette occasion de protester. On se figure en général que les étrangers n'entendent rien aux affaires de leurs voisins et ne connaissent que leur pays. Je me demande si ce n'est point tout le contraire qui est vrai. L'habitude de vivre dans un milieu social où l'on est né et où l'on s'enracine de jour en jour par la lente et incalculable puissance de l'habitude émousse très certainement la délicatesse des impressions. Juger, c'est comparer. Or, les éléments d'une comparaison manquent à la plupart de ceux qui veulent porter un jugement sur leur propre nation. Ils se trompent de bonne foi dans une foule de cas où l'erreur sauterait tout de suite aux yeux d'un étranger. J'ai été à même d'éprouver la vérité de ce que j'avance. Étant en France, je me faisais une très vague et très fausse idée de mon pays, en bien comme en mal. Il m'a fallu revoir Paris après 10 ans d'absence forcée, et après m'être assimilé jusqu'à un certain point à d'autres civilisations, pour être frappé dans les mœurs, dans les habitudes et dans les traits extérieurs de ma ville natale, par une foule de particularités qui avaient autrefois passé devant mes yeux tout à fait inaperçues. Encore n'oserais-je point jurer que j'ai saisi à cette seconde vue tout ce qu'il y avait de caractéristique. Non, car il aurait fallu pour cela ne plus être moi-même. Un seul obstacle s'oppose à ce que les étrangers soient les meilleurs juges. Je parle ici des inimitiés nationales. Dieu merci, ce mur de la Chine, qui dérobait autrefois d'un peuple à l'autre la vue des diverses civilisations, s'abaisse et tombe de jour en jour. Les nations de l'Europe peuvent encore se considérer comme des rameaux distincts d'un même tronc et tenir à perpétuer les différences de race. Ce n'est, certes, point moi qui les blâmerais pour cela. Mais peu à peu, les préjugés locaux s'éteignent devant le développement de l'humanité. Il y a encore des Français assez malheureux pour regarder l'Angleterre à travers les mauvais souvenirs de notre histoire et pour nourrir dans leur cœur la blessure de Waterloo, Halit Woolnoose. Je les plains et ne saurais rien comprendre à leurs sentiments. Tous les partis politiques en France et ailleurs se trouvent intéressés à ce que l'Angleterre soit toujours forte, libre et florissante. Ne fût-ce que pour venir y chercher un refuge, comme dans l'île sacrée et imprenable, au jour de la défaite ou du naufrage. Je ne conteste point à d'autres le droit de désigner l'Angleterre comme une proie à l'invasion, de dépecer d'avance son riche territoire, ni de la taxer sur le papier pour payer les frais de la guerre. Seulement, plutôt que d'enivrer de ses folies et de ses rêves d'orgueil la démocratie française, j'aimerais mieux passer pour son ennemi. Il y a mieux à faire, selon moi, que de convoiter les richesses de nos voisins. C'est de se demander comment ils sont devenus riches. L'Angleterre n'est pas seulement grande, prospère et redoutable, parce qu'elle a du charbon plein ses mines, des vaisseaux plein ses ports, ni un peuple de travailleurs qui s'étend dans les colonies jusqu'aux extrémités du monde. Tout cela est beaucoup, sans doute, mais elle n'eût jamais arraché à la nature tous ses trésors sans le concours et l'appui de ses institutions libérales. Là réside le secret de sa puissance. La liberté, pour les autres nations du continent qui la cherchent, a été jusqu'ici le cap des tempêtes. Pour la Grande-Bretagne qui a eu le bonheur de la trouver et de s'y fixer, elle a été le port. C'est du haut de ce port qu'elle défie l'invasion étrangère. Premier chapitre. Le sel dans le Royaume-Uni. Première sous-partie. Les salines du Cheshire et les usines de Sheffield. Sommaire. Formation géologique des terrains salifères, le nouveau grès rouge, singuliers animaux et fossiles qui s'y rencontrent, ce qu'était autrefois, c'est-à-dire avant l'homme, le comté de Chester, et comment le sel s'y est déposé. Aspect des carrières, la ville de Chester, le mur d'enceinte et les Roses.
un antiquaire. Ancienne coutume du Cheshire. Caractère archéologique des édifices de grès rouge. La forêt de Delamere. On se sert du sel dans tous les pays civilisés. Mais nulle part sur le continent, l'usage de ce produit minéralogique n'est aussi répandu que dans la Grande-Bretagne. Cette riche nation doit à ses mines et à ses fontaines de sel une branche de commerce importante. Certaines provinces anglaises vivent 2 fois de la terre. Non contentes de recueillir les moissons et les fruits qui y croissent à la surface, elles ont mis le sous-sol à contribution pour y trouver un condiment qui rehausse la saveur des substances alimentaires. Le sel doit être considéré à 3 points de vue. La formation des terrains dans lesquels il se rencontre, les travaux d'extraction, puis les applications de ce minéral à l'économie domestique, aux arts, à l'industrie, à l'agriculture. L'histoire naturelle du sel nous ramène sur le terrain de la géologie. Comment, en effet, séparer cette substance des puissantes roches qui l'enveloppent dans la nature? Il nous faudra aussi changer plusieurs fois le champ de nos observations. Les roches salifères veulent être étudiées dans les environs de Chester, les mines et les sources de sel à Northwich, l'application du sel à l'industrie sur tous les points du territoire britannique, mais principalement à Sheffield. Il est intéressant de voir l'influence qu'un produit minéralogique si vulgaire a exercé sur les mœurs et la prospérité d'une grande nation. Un voyage en chemin de fer est une agréable leçon de géologie mise à la portée de tout le monde. Pour profiter de cette étude, il suffit d'examiner la couleur et la contexture des roches que le railway coupe et met à découvert sur les 2 côtés de la route, qui se relèvent en talus. Je venais de Manchester quand, au sortir d'un tunnel, je me trouvais pris pour la première fois entre 2 masses de grès rouge qui se dessinaient comme 2 murailles à pic et qui bornaient à droite et à gauche l'horizon du chemin encaissé. La même roche, plus ou moins dénudée par les remblais, me suivit avec des intervalles jusqu'à la station de Chester, où je m'arrêtais. En Angleterre, les couches souterraines de sel reposent sur cette série de roches, auxquelles on a donné le nom de Upper New Red Sandstone. Note: pour le distinguer du vieux grès rouge, Old Red Sandstone, qui appartient à une autre formation beaucoup plus ancienne. On donne aussi au nouveau grès rouge le nom de terrain triassique, parce qu'il se compose de 3 membres, Trias, dont l'un, le Musheltalk, manque à la Grande-Bretagne. Fin de la note. Le nouveau grès rouge forme un département géologique d'une étendue considérable. Il occupe tout le Cheshire, une grande partie du Lancashire, quelques portions du Shropshire, du Warwickshire et d'autres comtés. À peu d'exceptions près, tous les champs de charbon de terre, coal fields, comme disent les Anglais, bordent les limites de cette formation. Le nouveau grès rouge n'est pas seulement un terrain, c'est une ère de la nature. Par l'âge de ces roches, par les traits extérieurs que les événements du globe y ont gravés, par les animaux éteints qui s'y rencontrent, on se fait sans peine une idée de ce qu'était l'Angleterre à l'époque où furent déposés ces vastes magasins de sel dans lesquels l'homme puise aujourd'hui à pleine main un élément d'industrie et de prospérité. La vie avait déjà changé plusieurs fois de caractère à la surface de ce qu'on nomme aujourd'hui la Grande-Bretagne. Des débris de mondes éteints surgissaient du fond d'un abîme d'eau et marquaient les premières terres qui, réunies entre elles par les formations successives, devaient constituer plus tard une île importante. Le sombre groupe des montagnes cambriennes et siluriennes ébauchait, dans cette nuit des âges, la région du Shropshire et du pays de Galles. Le vieux grès rouge, dans lequel s'intercalaient des masses de marbre et de calcaire ardoisier, jetait les membres cyclopéens des provinces connues maintenant sous le nom de Devonshire, de Cornouailles et de Herefordshire. Mêlés à des roches de gneiss et de granit, ils soulevaient en Écosse la chaîne du Great Grampian. Les montagnes de calcaire magnésien, ancien lit d'un océan qui avait vu naître et mourir la flore carbonifère, construisaient l'assise gigantesque du Derbyshire et d'une partie de l'Irlande. Quelques faibles bandes de roches perméennes dessinaient les comtés futurs de Nottingham et d'York. Quoique la physionomie de l'Angleterre, depuis la fin de l'époque dite primaire, ait été altérée, changée, bouleversée par des accessions de roches nouvelles, par des mouvements de la mer et surtout par l'action du temps, on peut jusqu'à un certain point se représenter à distance les principaux traits de ce chaos océanique. Cependant, la nature allait faire un pas en avant. Entre le nouveau grès rouge et l'âge perméen, auquel les Trias succèdent dans la série des faits géologiques, se creuse un fossé de séparation plus marqué qu'entre les mondes appartenant à la civilisation primaire. Nous sommes ici sur la lisière d'un changement de système. Les races premières-nées ont disparu et sont remplacées, en partie du moins, par une création nouvelle qui se continuera d'époque en époque durant toute la formation dite secondaire. Avec l'ère perméenne finit une longue et grande période, l'Antiquité,
Avec le Triassique commence le Moyen Âge des êtres éteints. S'il était permis de comparer l'étude des roches à celle des monuments, le nouveau grès rouge marquerait quelque chose comme le passage de l'architecture romane à l'architecture gothique. Avant d'être un terrain, le nouveau grès rouge était une mer. Ce n'était pourtant déjà plus un de ces océans profonds et farouches, comme ceux au fond desquels avaient reposé les roches siluriennes et dévoniennes. On a pu s'en assurer par la nature des mollusques univalves découverts à l'état de fossiles dans les roches de cette époque, et qui indiquent que la mer s'avançait alors en s'abaissant vers les côtes. Il y avait des plages. Sur le sable mou et humide, d'étranges reptiles ont passé. Les empreintes de pieds ont de tout temps joué un grand rôle dans les enquêtes judiciaires, les aventures de voyage et les romans. On se souvient de Zadig et de Robinson Crusoe. Si la vue de tels vestiges marqués sur le sable est bien faite pour étonner le voyageur dans les contrées désertes, le géologue, qui voyage lui aussi dans les mornes régions du passé, a certes le droit de s'arrêter avec un intérêt et une curiosité profonde devant ces traces mystérieuses, gravées dans la roche. Elle lui montre que dans ce temps-là, c'est-à-dire à une époque dont il ne reste aucune histoire écrite, la Terre était habitée. Les empreintes fossiles de pattes ne se trouvent limitées à aucune formation, mais c'est surtout dans le nouveau grès rouge qu'on les rencontre. Dans les carrières du Cheshire, on a découvert quelques tablettes de roches sur lesquelles étaient incrustés des pas de tortues avec des gouttes de pluie gravées en creux. Les géologues se sont demandé si cette pluie était tombée avant ou après le passage de l'animal. La réponse à cette question a été déposée sur la pierre. La pluie est tombée après, car les petits creux se trouvent imprimés sur les vestiges de pas comme sur le reste de la surface, quoique plus légèrement. Près de Shrewsbury, dans le Shropshire, on a mis à nu les empreintes d'une autre sorte de reptile, un lézard qui présente des caractères remarquables et auquel a été donné le nom de Rhynchosaurus. Autant qu'on peut en juger par quelques fragments de l'animal, il paraît avoir eu une bouche désarmée de dents, une tête qui ressemblait à celle d'un oiseau et qui était renfermée dans une gaine osseuse. Mais parmi les habitants de cet ancien monde, il en est un qui a, surtout, exercé la science et les conjectures des géologues. Tout ce qu'on retrouvait de cet être perdu, c'était dans les carrières situées près de Lynn, Cheshire, ou à Stourton Hill, non loin de Birkenhead, des empreintes d'une forme étrange, comme si l'homme avait voulu prendre possession de ses âges reculés en les marquant de sa main. Ce membre gauche, difforme, rudimentaire, n'était point d'ailleurs une main, c'était un pied. Quelqu'un avait passé là. Mais quel était ce promeneur mystérieux? Ce fut longtemps une énigme pour les naturalistes. On nomma, à tout hasard, cet animal au pied de sphinx le Cheirotherium. Les avis des savants se partagèrent. Les uns rapportèrent l'inconnu qui avait si bien caché ses ossements à la famille des kangourous. D'autres crurent que c'était un crocodile. D'autres enfin le déclarèrent un batracien. Pendant que les docteurs délibéraient, des dents furent découvertes au sein de la même formation dans le Warwickshire. Ces dents étaient d'une structure curieuse. En les coupant, on trouvait des bandes irrégulières et ondoyantes qui s'entremêlaient les unes dans les autres comme les allées d'un labyrinthe. L'animal auquel ces dents fossiles avaient appartenu fut nommé en conséquence le labyrinthodon. Enfin, quelques os se montrèrent, toujours dans la même série de roches, et en rassemblant les faits, le professeur Owen établit que le labyrinthodon et le Cheirotherium étaient un seul et même animal. Il respirait l'air libre et appartenait à la famille des crapauds ou des grenouilles. Mais c'était, si on le compare aux batraciens modernes, une créature gigantesque. La fable de la grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf n'est qu'un mythe que relativement à l'état de la nature. De nombreuses tortues, le Rhynchosaurus, le labyrinthodon, tels étaient, avec d'autres animaux sans doute dont les débris n'ont pas encore été retrouvés, les étranges habitants que cette ancienne mer rouge vit errer sur ses rivages, dans un temps où l'homme n'existait point, et où sa place était occupée, à la surface de la terre, par des reptiles. Cette mer a elle-même gravé ses rides, ou du moins les plis formés par le mouvement de ces vagues, dans les tablettes de pierre dure qu'on retrouve aujourd'hui, et qui étaient autrefois des bancs de sable mou. Ce qui était une mer est devenu par la suite un temps un amas de roches. Pour expliquer cette métamorphose des océans en terre ferme, les géologues ont imaginé toutes sortes de forces violentes et merveilleuses, à l'aide desquelles le lit primitif des eaux aurait été soulevé. Aujourd'hui, tout porte à croire que les causes naturelles qui altèrent encore sous nos yeux les traits physiques du globe ont suffi à produire ces grandes transformations. Les rivières détruisent continuellement les montagnes où elles ont pris leur source. Elles usent les terres qu'elles arrosent et voiturent tous ces matériaux dans la mer. Les marées emplissent les bras de l'océan. Des courants en sens contraire creusent à un endroit donné le lit des vagues
tandis qu'il porte sur d'autres points d'énormes accumulations de sable. Un voyageur raconte avoir vu, dans les Highlands et dans certaines îles d'Écosse, les mers qui baignent les côtes de l'Ouest obscurcies par une multitude de petites spirales vivantes. C'était une boue d'animaux à peine visible. Ces grains de sable brillants et organisés étaient des ouvriers occupés à construire des terres. Leur tâche est de courte durée. Ils naissent le lundi matin pour mourir le vendredi soir. Mais leur nombre est si considérable que ce voyageur les compare aux cheveux de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants qui ont vu le jour depuis le commencement du monde. Ces architectes renaissent d'ailleurs de génération en génération, et leur œuvre se continue. De telles actions naturelles supposent sans doute le concours du temps. Mais tout démontre aussi que les roches, filles des anciennes mers, ont été durcies avec la poussière des siècles. L'épaisseur de toute la série du Nouveau Grès Rouge est évaluée en Angleterre à 1800 pieds. Si l'on songe aux grains de sable enfouis dans cette masse, si l'on admet qu'une telle stratification est l'ouvrage de causes naturelles, on s'épouvante en quelque sorte de l'antiquité d'une roche à laquelle le langage humain a donné le nom de nouvelle par opposition à un autre dépôt encore plus ancien. Quoique le Nouveau Grès Rouge ne soit point particulièrement une formation montagneuse, il communique, çà et là, au paysage des traits vifs et accentués. Linceul d'une ancienne mer, ce terrain a été troublé à son tour par la tempête des événements géologiques. Cette tourmente des roches, que l'on peut suivre de colline en colline, comme les mouvements d'un océan qui se soulève, jette sur les vertes plaines du Cheshire un caractère de grandeur et de beauté sérieuse. De temps en temps, des collines recouvertes de bruyères se déchirent et laissent entrevoir dans leurs flancs, mis à jour, des ocres rouges sur lesquels semble avoir coulé le sang des titans. Cette formation n'est point la seule dans le monde où le sel se rencontre à l'état solide et comme tout préparé par les mains de la nature. Il existe dans d'autres contrées de la Terre des plaines recouvertes de sel qui s'étendent à perte de vue. Il existe même des montagnes de ce minéral qui s'élèvent jusqu'à 10 000 pieds au-dessus du niveau actuel de la mer. On trouve aussi dans les autres pays ce condiment enfoui à diverses profondeurs, dans les différentes couches de la formation secondaire. En Angleterre, toutefois, c'est seulement dans le Nouveau Grès Rouge que se montrent les roches de sel. Une telle circonstance donne au terrain dont il s'agit une grande valeur économique. C'est une raison de plus pour nous demander d'où viennent ces richesses minérales et comment elles se sont formées. L'origine de ces immenses dépôts souterrains est aussi ténébreuse que se montre importante la source du commerce auquel donne maintenant lieu en Angleterre l'exploitation des mines de sel. Quelques naturalistes ont attribué les masses de sel gemme, rock salt, qu'on rencontre dans le Nouveau Grès Rouge, à d'anciens lacs évaporés sous l'action du soleil, ou à d'anciennes mers depuis longtemps évanouies. Une opinion plus vraisemblable est que ces champs de sel ont été déposés dans des lagunes qui communiquent avec l'océan, tel qu'il existait alors. Cette origine s'appuie du moins sur des faits naturels qui se continuent de nos jours à la surface du globe terrestre. Il y a, dans l'Amérique du Sud, des flaques d'eau salée qui ne sont, d'après le récit des voyageurs, ni terre ni mer. C'est-à-dire que l'océan les recouvre durant une partie de l'année et les abandonne durant l'autre à la chaleur desséchante du soleil. Il se passe alors dans ces lagunes ce qui a lieu dans les salines artificielles. Larges et plates étendues de terre ou de sable entourées de digues comme les polders en Hollande et dans lesquelles, à certains temps de l'année, la main de l'homme introduit la mer. Le soleil boit l'eau et le sel se précipite en cristaux sur le lit desséché de ces réservoirs. Il a fallu sans doute des siècles et des siècles pour entasser couche par couche, en vertu d'un tel mécanisme, les énormes roches de sel ensevelies maintenant dans les profondeurs de la terre. La masse du Nouveau Grès Rouge, les reptiles éteints qui ont gravé l'empreinte de leurs pas sur les sables aujourd'hui durcis et pétrifiés, les changements survenus dans la distribution des terres et des mers, tout proclame, en effet, l'antiquité de ces roches et la durée d'âge triassique. Si long que semble cet âge, il n'a été lui-même qu'un épisode dans l'histoire du globe terrestre. Et les mers d'alors, changées en sel comme la femme de Lot, pour avoir regardé derrière elle dans le passé, ont été remplacées par le mouvement de la création à la surface de la Grande-Bretagne. À l'histoire ancienne de la nature, il nous faut opposer les traits du paysage vivant, les prairies tondues par le bétail, les champs moissonnés par la faux, les rivières chargées de voiles, les hameaux, les villes. Sur ce nouveau théâtre de faits, nous rencontrerons l'homme et les ouvrages de l'homme. Le terrain triassique n'est pas seulement intéressant au point de vue de la géologie et du commerce. Il fournit aux arts, surtout à l'architecture, des matériaux qui ont une valeur. J'ai visité dans le Cheshire des carrières de grès rouge que l'on exploite depuis des siècles.
Cette pierre est d'ailleurs facile à extraire. Un ou deux ouvriers dessinent dans la roche à l'aide du pic la figure à peu près parallélépipède du bloc qu'on se propose de détacher. Quand la forme de la pierre est ainsi dégagée, on rompt, à l'aide d'un levier sur lequel appuient deux hommes, la base du bloc qui adhère encore à la roche-mère. Ces masses obéissent ensuite à la main, soulevées qu'elles sont du fond de la mine par de puissantes grues qui les déposent sur une plateforme. Les ouvriers qui travaillent dans ces carrières gagnent 3 shillings par jour. Ces roches de grès rouge sont excessivement abondantes et se rencontrent quelquefois à fleur de terre. J'ai vu sur le chemin de Chester à Northwich un village dont les rues sont pavées au moyen de ce dallage naturel. La roche sert d'assise et de fondement aux maisons de briques. Des marches d'escalier ont même été taillées çà et là dans l'épaisseur de la couche exposée à l'air. Le nouveau grès rouge a contribué pour une large part, dans certains districts de l'Angleterre, aux édifices du Moyen-Âge, les églises et les châteaux. Un des plus beaux types de cette roche appliquée à l'architecture est la cathédrale de Hereford. Mais je choisirais de préférence, entre les villes qui doivent leur existence et leurs monuments au nouveau grès rouge, l'antique cité de Chester. Chester ne ressemble à aucune autre ville de l'Angleterre, et je n'ai rien vu de pareil sur le continent. Son histoire est très ancienne. Les Romains lui avaient donné le nom de Deva, sans doute parce qu'elle est située sur la rivière Dee, en latin Dea. La forme actuelle de la ville, la division de ses rues en 4 quartiers, tout cela est pour ainsi dire une empreinte romaine. Avant d'être une cité, Chester était un camp, et cette station militaire, occupée jadis par les maîtres du monde, a donné ses principaux traits à la ville qui l'a remplacée. On a trouvé différentes traces du séjour des Romains, des autels avec des inscriptions grecques et latines, des mosaïques, des figures de porc en plomb, monuments curieux de l'industrie métallurgique, alors dans l'enfance, mais à laquelle la Grande-Bretagne doit aujourd'hui une partie de ses richesses. Cette ville est un musée. L'ère celtique, la période normande, le Moyen-Âge, la réforme religieuse et la Renaissance ont gravé des souvenirs dans ce vieux grès rouge, où des animaux éteints avaient déjà imprimé les vestiges de leur passage. Note. À Chester, il suffit presque de creuser pour retrouver des restes d'architecture. J'ai vu 3 cryptes de différents styles qui servent d'arrière-boutique ou de cellier à des négociants de la ville. Fin de la note. Avec ces édifices de pierre molle et friable qui s'émiettent au vent, avec ces chroniques d'un autre âge, Chester parle à chaque pas aux voyageurs de la fragilité des choses humaines et des ravages du temps. Mais il parle de tout ça en philosophe. Ce langage des pierres n'a rien de triste, ni de désespéré. Il porte au contraire dans les cœurs les plus troublés un sentiment de paix et de douce mélancolie. Il y a tant de repos dans ces rues que n'agite point le bourdonnement des affaires, tant de quiétude grave dans les anciens monuments, tant de calme et d'affabilité heureuse sur les visages. La toilette des femmes, quoique élégante, a elle-même un caractère tranquille. Ce sont des robes d'été aux couleurs fraîches et joyeuses, mais discrètes. Chester est la métropole d'un district où fleurit l'agriculture. Les 2 parties de la ville qui méritent surtout d'arrêter l'attention d'un étranger sont les remparts, City Wall, et les Rows. Les remparts de Chester constituent l'un des seuls modèles parfaits qui existent en Angleterre de cet ancien ordre de fortification. C'est un mur élevé, assez large pour que 2 personnes s'y promènent de front, et qui entoure toute la ville. Bâti durant le Moyen-Âge, ce mur repose sur des fondements d'un ancien mur construit par les Romains. On peut voir encore, au moins dans un endroit, la base déchaussée de cette construction romaine qui a servi de racine à des ouvrages plus modernes. Ainsi enfermée dans un corset de grès rouge, la ville ne peut ni s'étendre ni s'agrandir. Les remparts de Chester forment une promenade agréable et peut-être unique dans le monde. Ces fortifications taillées dans la roche et qui ont été élevées pour détruire la vie de l'homme servent aujourd'hui à la prolonger, car les convalescents, les vieillards, les femmes délicates y viennent respirer l'air pur et jouir de la fraîcheur du paysage. Je montais dans Eastgate Street un escalier qui me conduisit à un pont, et de là sur les remparts de la ville. Il était curieux de plonger du regard dans l'intérieur des maisons qui se serrent au pied du vieux mur, dans les cours, les jardins pleins d'herbes et de verdure, où de fragiles plantes grimpantes jetaient leurs tiges délicates et leurs fleurs sur des maçonneries usées par l'âge. Mais il faut s'avancer un peu pour que la vue se développe et s'agrandisse. Ici, l'œil suit au moins les méandres de la rivière Dee, qui se rend à son embouchure. Là se creuse le lit profond et encaissé d'un canal coupé à vif dans la roche solide de grès rouge. Ailleurs, rien n'est plus beau que l'océan de vallées et de prairies qui environne Chester, si ce n'est le sauvage orgueil des montagnes du pays de Galles qui se dessinent à distance.
Ces montagnes debout dans leur majesté tranquille dévoilent un autre système, ou, pour mieux dire, un autre âge de la nature que la roche avec laquelle le mur de Chester a été bâti. Les sombres masses d'ardoise semblent mépriser le grès rouge comme un parvenu, car la noblesse des roches est, ainsi que celle des hommes, dans l'antiquité de leur origine. Vu des remparts de Chester, les montagnes des Wales se confondent avec la ligne extrême du ciel, et, en vérité, on les prendrait elles-mêmes pour des nuages durcis en pierre. Cette assimilation semblera peut-être injurieuse pour des monuments de la nature qui représentent volontiers la force et la stabilité, mais au point de vue de la géologie, les montagnes ne sont point à l'abri des vicissitudes. Elles passent, avec les âges, d'une forme à une autre forme. Le vent chasse le nuage, qui change. Le temps pousse et altère la montagne. Sur ces mêmes remparts de la ville, je rencontrai un homme d'une 50aine d'années qui contemplait d'un œil réfléchi les solennités de la nature et du passé. C'était un ancien clerc de la paroisse, qui avait été contraint de résigner ses fonctions à cause d'une maladie qui lui avait affaibli la vue. Il ne faisait point profession d'antiquaire, et pourtant, il était aisé de reconnaître à son langage un admirateur sincère et assidu des vénérables reliques de l'histoire. Pour lui, il n'y avait que Chester au monde. Et j'avoue que, dans le moment, je partageais son illusion. Quoique pauvre et mal vêtu, il était optimiste. À la vue des anciens monuments qui rappelaient de distance en distance les souvenirs de la féodalité, les sanglantes guerres de religion et les temps d'ignorance, il s'extasiait sur le bonheur qu'il y a de vivre dans un siècle éclairé. Je n'aime point les Ciceroni, mais celui-ci n'était point un homme du métier. « Je suis, me dit-il, un enfant de la ville. Autrefois, je passais mes loisirs à compulser de vieilles histoires de Chester, et aujourd'hui, j'ai de mauvais yeux, et cette promenade est mon livre. J'y retrouve écrit en caractères visibles les heureux changements que le temps a introduits dans les institutions humaines. Cette vieille tour que vous voyez là-bas est le Water Tower, une ancienne forteresse élevée pour repousser les ennemis maritimes, car à cette époque-là, un bras de la rivière se répandait sous cette partie des murs, et les vaisseaux pouvaient voguer jusqu'au pied de la tour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis, et il n'y a plus d'eau. Dieu merci, notre siècle n'a plus besoin de ces ouvrages militaires qui retracent à la pensée des scènes de carnage. Cette autre tour carrée, à laquelle on a donné le nom de Bonwalderstorns Tower, et qui se dresse couleur sang sous son manteau de lierre, est maintenant le muséum d'une institution ouvrière, Mechanics Institution. Le contraste entre la destination meurtrière de cet édifice et l'usage qu'on en fait dans les temps modernes oppose victorieusement les mœurs douces et pratiques de notre âge au sombre génie du XIIIe siècle. Voici encore la tour du Phénix, Phoenix Tower. C'est du haut de cette ruine que le roi Charles Ier vit le 24 septembre 1645 la défaite de son armée, battue par les troupes du Parlement dans les plaines de Boughton Moor. Je ne suis qu'un pauvre homme, mais quand je regarde avec un cœur léger le joyeux paysage qui nous entoure, et quand je songe aux pénibles impressions qui devaient assombrir aux yeux du monarque les mêmes beautés de la nature, je remercie le ciel de ne point m'avoir fait naître roi dans ces temps douloureux. Dire que tant de calme succède maintenant à tant de ravages. Les éléments destructeurs ont eux-mêmes abandonné la place aux arts, utiles au divertissement de l'homme. Cette belle prairie qui ondoie à perte de vue et où paissent bravement dans l'herbe des vaches et des bœufs se nomme le Roudail. Autrefois, c'était une mer. C'est à présent une arène pour les exercices gymnastiques, les parties de cricket et les courses de chevaux. Il faut pourtant être juste, continua mon vieil antiquaire. Il faut reconnaître que si les environs de la ville ont beaucoup changé au point de vue de l'agriculture, la ville elle-même a perdu sous le rapport du commerce. Il y eut un temps où Chester était un port florissant, mais hélas, les rivières changent, et par suite des inconstances de la Die, la navigation s'est éloignée. Liverpool a recueilli cette riche moisson. La Die s'en console, comme vous voyez, en gardant sa ceinture de charmants cottages et de villas, ses vieux ponts romantiques, sa fraîche et ombreuse promenade des groves, ses bateaux de plaisir, pleasure boat, et surtout ses moulins, qui remontent à une haute antiquité. Elle a d'ailleurs eu l'honneur d'être célébrée par les poètes Drayton, Brown, Spencer et Milton, qui lui ont donné les épithètes de divine, d'enchanteresse, wizard. Je savais bien qu'il devait m'arriver aujourd'hui quelque chose d'heureux, car ma femme a jeté derrière moi, au moment où je sortais, un vieux soulier. Note. La coutume de jeter un soulier à une personne pour lui porter bonheur est commune à toute l'Angleterre, mais elle se conserve surtout à Chester et dans les comtés du Nord.
un marchand de bestiaux qui allait à Norwich pour acheter un billet de loterie avait recommandé à sa femme de lui jeter son soulier gauche. Au moment où il sortait de chez lui, il se retourna pour voir si sa femme accomplissait le charme et reçut le soulier en plein visage. Il partit l'œil noir, mais le cœur rempli de confiance. Quelques jours après, il gagna un lot de 600 livres sterling. Est-il besoin de dire qu'il attribua toute sa vie cette bonne fortune à la force du talisman ? Fin de la note. Vous ne sauriez croire, en effet, le plaisir que j'éprouve à parler de l'histoire de Chester avec quelqu'un qui s'y intéresse. Étant une très ancienne cité, ma ville natale a beaucoup retenu des coutumes et des traditions du passé. Elle est riche en chroniques. Dans l'endroit où nous sommes maintenant, Newgate, il y avait anciennement une vieille poterne connue sous le nom de Wolf's Gate ou de Pepper Gate, la porte du loup ou du poivre. Au XVIe siècle, le maire de Chester avait une fille qui jouait à la balle dans Pepper Street avec d'autres jeunes filles. Un jour, elle fut enlevée par son amant, et le père, trop tard avisé, fit fermer la porte de la ville par laquelle l'évasion avait eu lieu. De là, un proverbe qui n'existait qu'à Chester, « Quand la fille est enlevée, fermez la poterne ». Autrefois, les habitants de Chester se distinguaient par un goût très vif pour les représentations dramatiques. On peut même dire que notre ville a été le berceau du théâtre anglais. Note. Dès le commencement du XIVe siècle, un moine de Chester, Randall Higden, mit en scène des personnages tirés de l'Écriture sainte. Ces pièces de théâtre se jouaient une fois par an, le lundi, le mardi et le jeudi de la Pentecôte. Aussi les appelait-on White Sun Plays. Le théâtre avait un caractère primitif et vraiment thespien. C'était un chariot à 4 roues qu'on promenait dans la ville. Il s'arrêtait d'abord devant la porte de l'abbaye pour le plaisir des moines, ensuite à High Cross, devant le maire et les aldermen. Enfin, il stationnait de rue en rue jusqu'à ce que la représentation fût terminée. De tels spectacles, moitié sacrés, moitié profanes, empreints surtout d'un caractère burlesque, attiraient de tous les environs une foule immense. Ces grossiers essais de l'art dramatique eurent du moins l'honneur de vivre pendant près de 250 ans, de 1328 à 1574. L'autorité les supprima. Fin de la note. Une autre source d'amusement qui attirait beaucoup d'étrangers était la foire. La coutume voulait que, durant cette foire, on suspendît un gant à l'hôtel de ville, et plus tard au toit de l'église Saint-Pierre. Pour comprendre la signification de cet emblème, il faut savoir que Chester était célèbre depuis des siècles pour ses manufactures de gants, et que dans ce temps-là, le commerce n'était pas libre. Le droit d'exercer n'importe quel trafic était un privilège, réservé seulement aux bourgeois, qui étaient nés dans l'enceinte de la ville. Durant la foire, au contraire, tout le monde pouvait s'établir marchand, et le gant suspendu était le signal qui proclamait cette liberté temporaire du commerce. L'usage durait depuis des siècles, lorsque le Reform Bill, cet ennemi juste et acharné des antiques monopoles, étendit en 1832 les mêmes droits durant toute l'année, aussi bien aux étrangers qu'aux enfants de Chester. Les autorités de la ville n'en continuèrent pas moins, pendant quelque temps, d'aborder l'ancienne bannière, le gant, hors du mur d'enceinte. J'ai vu moi-même cette cérémonie publique, réminiscence d'un autre âge, et c'est seulement depuis une vingtaine d'années que la coutume a été abolie. Avant de me quitter, ce promeneur enthousiaste me recommanda surtout de visiter les Roses. C'est en effet une des curiosités de Chester, et rien de tout à fait semblable ne se rencontre dans les autres villes du monde. Chaque côté de la rue a 2 rangées de boutiques, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Celles d'en bas sont naturellement de plein pied avec la rue. À celles d'en haut, on communique par des galeries supérieures. Ces galeries, auxquelles on monte par des escaliers de pierre placés de distance en distance, sont ce qu'on appelle les rows. Le toit des boutiques du rez-de-chaussée constitue la plateforme sur laquelle on marche, et qui règne de maison en maison, sur toute la longueur de la rue. D'un côté, le plafond de la galerie se trouve soutenu par des piliers en bois, plus ou moins sculptés, et de l'autre côté, il s'appuie sur la devanture des magasins. Ces magasins du premier étage se louent plus cher que les boutiques auxquelles on les voit superposés. Ils sont aussi d'un style plus riche et plus orné. Les rows se trouvent recouverts par les étages supérieurs de chaque maison. Ces espèces de cloîtres rendent ainsi plus d'un service. Grâce à eux, les habitants peuvent aller d'un bout à l'autre de la rue sans s'exposer à la pluie ni à la boue. Ces rues abritées et suspendues conviennent à l'étranger oisif. Il peut se promener, s'arrêter çà et là aux vitres des boutiques, ou, les coudes appuyés à la balustrade de bois, observer ce qui se passe sur la voie publique. Pour l'artiste, de tels passages, empreints d'un caractère à la fois élégant et cénobitique, ont le charme de la nouveauté.
À l'extérieur, ce premier étage, ouvert sur la rue et le long duquel cheminent les passants, donne à l'architecture des maisons un air étrange. À l'intérieur, les vieilles arcades, où se répand une lumière discrète, ne manquent pas non plus de physionomie. Ce qui relève encore le style général des Rose, ce sont les très anciennes maisons de bois qui s'y encadrent. Il y a en effet des rues qui ont beaucoup moins souffert les unes que les autres des travaux de réparation. Note. Dans Watergate Street, on remarque une vieille maison décorée de sculptures dont le sujet est tiré de l'histoire sainte. Dans la même rue, une autre habitation porte la date de 1339. La tradition veut que dans un temps où la ville de Chester était désolée par la peste, cette maison se soit trouvée seule, ou presque seule, épargnée par le fléau. On y lit ces mots qui se rapportent à l'événement. « God's providence is mine inheritance ». La providence de Dieu est mon héritage. Il est d'ailleurs curieux de voir ce que deviennent avec le temps les anciennes résidences seigneuriales. Dans le vieux palais de la famille des Stanley, divisé aujourd'hui en 3 maisons, je trouvais une pauvre femme dont le mari infirme et enveloppé d'une couverture se chauffait tristement au coin du feu. Fin de la note. Là se dessine, sous les galeries calmes et mystérieuses, la physionomie d'un autre âge. L'origine des Rose a beaucoup exercé la science des antiquaires. Selon les uns, c'étaient des moyens de défense dans un temps où la ville de Chester se voyait sans cesse exposée aux invasions soudaines des Welsh, surtout aux charges de cavalerie. D'autres insinuent, par manière d'épigramme sans doute, que ces galeries ont été construites pour protéger les femmes sensibles contre la rencontre des bêtes à cornes. L'opinion de Pennant est que le prototype de cette forme d'architecture remonte au vestibule ou au portique romain. Note. Pennant était un antiquaire remarquable, qui a écrit un excellent livre sur les antiquités de Chester et du pays de Galles, Tour in Wales. Fin de la note. Quoi qu'il en soit d'une origine si obscure, il est certain que la ville de Chester est celle qui a le mieux compris le climat de l'Angleterre. On s'étonne après cela d'y trouver des marchands de parapluies. Quoique la plupart des maisons soient construites en briques ou en bois, c'est surtout à Chester qu'on peut étudier les rapports de la géologie avec l'architecture des villes. Tous les anciens édifices y sont bâtis en nouveau grès rouge. On admire surtout la cathédrale et l'église Saint-Jean, John's Church, qui présentent quelques restes d'architecture normande. Il est d'ailleurs curieux de voir comment l'art s'est assorti au caractère de la pierre. Le grès rouge étant une matière si tendre qui s'égrène sous la main du temps, les architectes ne se sont guère attachés aux détails ni aux ornements. Ils ont plutôt fait de la peinture que de la sculpture. C'est en effet par la masse, par la couleur, par les effets d'ombre et de lumière, que ces constructions du Moyen-Âge revêtent un caractère auguste. Rien n'est plus majestueux, en vérité, que la tour de la cathédrale vue à distance et qui, même sous un ciel nuageux, semble nager dans un perpétuel coucher de soleil. L'âge donne à cette pierre, colorée par un oxyde de fer, un aspect ruineux qui ne lui messied pas. Vous trouvez à Chester de vieux débris de chapelles, de tours, de donjons, qui n'ont plus guère conservé d'autre forme que celle de la roche, mais qui, enlacés par le lierre grimpant, n'emportent pas moins dans leur décadence un air fier et monumental. Ces spectres rouges du passé ajoutent une physionomie intéressante à la ville, endormie dans le calme d'une heureuse vieillesse. Il me fallut, non sans peine, me détacher de Chester, car après avoir étudié le nouveau grès rouge sur les différents théâtres où se trouve écrite l'histoire de cette roche, l'ordre naturel des faits voulait que je me dirigeasse à travers la belle forêt royale de Delamer, vers Northwich, où j'allais rencontrer les sources et les mines de sel. On extrait le sel de la mer, des sources et des mines. La Grande-Bretagne a sous la main ses 3 magasins d'approvisionnement. La mer l'environne ainsi qu'elle enveloppe les flancs d'un navire. Dans l'intérieur des terres, les sources d'eau salée jaillissent, et les mines de sel de roche se creusent sous le sol verdoyant du Cheshire et du Worcestershire. Fin de cette partie du chapitre. Avant de partir, n'oubliez pas, s'il vous a plu, de laisser à cet épisode le nombre d'étoiles que vous estimez qu'il mérite, et d'en parler autour de vous. À bientôt.